En Ouzbékistan, avant de prendre le train, il faut bien s'échauffer. Allez, bats-toi! C'est impossible. Avant de déjeuner, il faut bien désinfecter. Et pour s'émerveiller, il suffit de regarder. Donc, pour aller jusqu'à la mer d'Aral, pour affronter des tempêtes de sel et parcourir la route de la soie avec de nouveaux amis, le train c'est pas mal. L'Ouzbékistan. Pour moi, les pays en stan, c'est un peu mystérieux, comme un monde à part. Ça me démangeait depuis un moment d'aller y prendre le train. L'Ouzbékistan, c'est une ancienne république soviétique, un des plus grands pays d'Asie centrale, essentiellement couvert de déserts. Des déserts qui cachent des villes de légende, des villes à l'histoire millénaire, de véritables joyaux. Il n'y a pas beaucoup d'endroits sur cette planète qu'on rêve de voir une fois dans sa vie. Et ben celui-là, ça fait un moment que je l'attendais. Et il est là. La place du Régistan à Samarcande. Ce que j'avais pas imaginé, c'est que c'était aussi vaste ici. C'est une vaste place. Donc ce qui est impressionnant, c'est les dimensions de l'endroit et en même temps la finesse des ornements et l'élégance de l'architecture, évidemment. Et puis surtout, ce qu'on ressent tout de suite ici, c'est la force de l'histoire. Ce lieu est fascinant. C'est un instant d'émerveillement juste avant d'aller prendre mon train. Samarcande, c'était une des villes les plus importantes sur la route de la soie. Aujourd'hui, sur cette place, tout paraît tout net, tout propre. Mais c'était jadis le centre de la ville, avec beaucoup de monde, de marchés, de bazars, un peu partout. Et puis, il y a ces 3 énormes monuments qui entourent la place et qui étaient des madrasas. Construites entre les années 1400 et 1600, les madrasas étaient des universités islamiques dans lesquelles on enseignait la religion, mais aussi l'astronomie, les maths, la philo. Des centaines d'étudiants ont vécu là durant des siècles. Samarcande est une véritable perle, et même la gare se donne un genre majestueux. Je vais prendre mon premier train ouzbek, et je me demande bien à quoi il peut ressembler. Salam. Bonjour. Ticket. Merci. Place 29. Installez-vous, place 29. Vingt-neuf. 29. C'est là. Bonjour.
Bon, c'est confort, c'est très organisé, hein, très carré. Voilà. Très calme, très sage. Chacun à sa place numérotée. Une petite musique douce. Hein. Et c'est parfois, je ne m'attendais pas à cette ambiance en vrai. Bonjour, salam. Bonjour. On dirait que ça discute là, il y a une bonne ambiance. Je peux venir? Can I come? Ouais, vas-y. Ah. Comment tu t'appelles? Philippe. Philippe, Oui. Faizoullah. Faizouma. Faizoullah. Faizoullah. Aizuma. Faizoullah. Faizouma. Voilà. Faizouma. Faizoullah. La la la. Faizoullah. Da, da. Ah bon, c'est difficile l'ouzbek, c'est pas facile. Philippe, Philippe, what's your c'est quoi tes hobby? passe-temps? Just My hobby, voyager et les trains. my hobby Moi, ma passion, is, wrestling. C'est la lutte. Ah oui, vous êtes un lutteur. Ah oui, ça se voit. Je m'entraîne avec des poids très lourds. Ah oui? Et vous soulevez jusqu'à combien? Plus de 100 kilos. Et est-ce que les Ouzbeks sont des hommes plus forts? Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des grosses carrures par ici. Ouais. C'est dans notre nature. Et surtout, on mange beaucoup. Ici, on adore le plof. Du plof? Qu'est-ce que c'est du plof? En ouzbek, on dit aussi hoche. Le plof, c'est du hoche. D'accord. Et qu'est-ce que c'est du hoche? Le plof, le hoche, c'est à base de riz. C'est un plat ouzbek. Mais du riz avec quoi? Alors, t'as de l'huile, de l'eau, de la viande, des carottes et 2 oignons. Ah bon? Du riz, de l'huile, des carottes et de l'oignon, ça rend fort, ça. C'est un plat national. Et c'est très riche en calories. C'est vraiment très très riche. Ah, ok. Et c'est vous qui cuisinez le plof à la maison? Oui, tous les hommes savent préparer le plof, ici, en Ouzbékistan. Et je vais te dire, c'est même les hommes qui le préparent le mieux. Ils sont bien plus forts que les femmes pour le plof. Le plof, c'est un plat d'homme. Il est bien meilleur, plus savoureux préparé par un homme. Ah bon? C'est meilleur et plus fort si c'est un homme qui le fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et vous dites rien? Vous confirmez que c'est meilleur et plus fort quand c'est les hommes qui les font? Oui, je confirme. Les hommes le font mieux que les femmes. Ah bon? Vous confirmez? Mais qu'est-ce qu'ils font de plus? Les hommes ne pensent pas à économiser les produits. Ils ont la main lourde sur les ingrédients. Ah, d'accord, ok. Et du coup, vous en faites souvent des plats ou pas? Non, mais moi, je cuisine tous les jours les autres plats. Ça ne m'amuse pas de cuisiner tout le temps. Les hommes sont fiers de leur plof, mais ils ne cuisinent que ça. Il faut bien leur laisser quelque chose dont ils peuvent être fiers. Et ça me fait des vacances. Ok, j'ai compris. Merci. Eh Philippe, un bras de fer? Ah, mais je vais mourir. Je vais perdre. C'est pas dur, regarde. 1, 2, 3. Allez, bats-toi! C'est impossible. Oh, faut que je mange un peu de plof. Faut vraiment que tu te mettes au plof. Bon, je m'incline. Faute de plof. J'arrive à Tachkent, la capitale, à la tombée du jour. Et là encore, je me demande bien à quoi peut ressembler une capitale d'Asie centrale qui fut soviétique jusqu'en 1991. C'est le lendemain matin que je me rends compte que cette cité est assez étonnante. Un mélange de bâtiments prestigieux, imposants, pimpants. On sent bien qu'il s'agit de faire de Tachkent la vitrine du pays. Il y a de larges avenues, beaucoup de verdure, mais aussi parfois un style plus URSS,
La ville avait été reconstruite dans les années 60 à la suite d'un tremblement de terre. À Tachkent, les lieux les plus animés, ce sont les marchés. C'est là que l'expression au cul du camion devient lumineuse. C'est le coin bébé ici, avec tous les berceaux. Il y a vraiment un style ouzbek dans le berceau. Et les petites plumes. Ce que je me demande, c'est à quoi sert le trou qui est là. Salam? Bonjour. Et c'est le berceau typique ouzbek, ça? Oui, quand ils sont petits, qu'ils ont moins de 2 ans. C'est quoi ce trou? Pourquoi il y a un trou là? Regardez, dans ce trou-là, on met un pot comme ça. C'est tout un système et ça fait des toilettes. On place le pot ici, comme ça. Les toilettes? Oui, Toilettes? on met le matelas. Ensuite, on place un surmatelas. Et après, on doit mettre un drap. Ensuite, on utilise une pipette pour évacuer l'urine du bébé. Celle-là, c'est pour les garçons. En fait, c'est très hygiénique comme système. On le met comme ça, juste au-dessus du pot. On place le pénis du bébé dedans et l'urine coule directement dans le pot. Pas besoin de couche. Voilà. Attendez, mais c'est incroyable. Vous lui mettez la zigounette là-dedans et le garçon, il est sur le dos, là? Oui. Mais c'est impossible. Mais sur le... Mais il doit bouger. Il bouge, le bébé. Ça peut pas tenir. Mais on a aussi un système pour bien attacher le bébé. Alors là... Mais vous voulez dire que vous fixez le bébé? Mais vous le fixez... Ah, j'arrive pas à imaginer la situation. Si vous voulez vraiment comprendre comment on fait, j'habite à côté. Ma belle-fille a un bébé. On va vous montrer. Ça vous dit? Ah, ok. Ouais, vraiment? D'accord. On y est. C'est là? Oui. Bienvenue. Oh, mais dis donc, vous avez une... Ah, mais c'est une très jolie maison. C'était la maison de mes parents. Je vous en prie. Ouais. Ah, j'entends le bébé. Salam. Bonjour. 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 Et on dit bonjour. Eh, c'est une choupinette, ça. Bonjour, choupinette. C'est ma petite fille, Aminahon. Bonjour, Aminahon. Ah ben, elle est contente de me voir. Hein. Je vais la prendre. Et vous allez venir la coucher avec moi. Ok. Venez. C'est un berceau comme ceux du marché. Ouais. Va voir maman un instant. Regardez, c'est le même système. Il y a le pot ici, comme au marché. Dessus, il y a les tissus pour emmailloter le bébé. Et la pipette. Ah, sur le marché, c'était un instrument pour les garçons. Là, c'est une petite fille. C'est sûr qu'ils ne sont pas faits pareil. Ah, ça, c'est pour les petites filles. La forme est différente, mais c'est similaire.
Ok. Et alors, comment vous allez faire? Viens un peu avec moi. Doucement, doucement. Doucement, ma chérie. Tout va bien, doucement. Calme, calme. On maintient les jambes comme ça. Puis les bras bien droits, bien serrés. Il faut bien serrer. Du calme, bébé, du calme. Mais... On bloque tout avec ce tissu. Et on fixe en haut. Mais vous la bloquez complètement? Elle est prête pour dormir. Vous voyez, elle dort. Alors là, j'en reviens pas. Et c'est pas. Alors, ce qui est dingue, c'est que ça marche parce qu'elle est déjà endormie. Mais c'est pas terrible pour le bébé de le bloquer comme ça? Non, c'est très bon. Sa colonne est bien droite. Elle est bien alignée. Ses jambes sont droites, ses bras bien alignés aussi. Et l'angle de sa tête, de son cou, parfait. Parce que c'est vrai qu'elle s'est endormie totalement, instantanément. Parce que, je sais pas, pour moi, un bébé, ça bouge les bras, ça bouge les jambes. Et là, tout bloqué et tout, ça me fait vraiment bizarre. C'est idéal pour le sommeil du bébé. Mais le reste du temps, bien sûr qu'elle est libre de ses mouvements. Elle joue avec ses mains. Ah bon? Alors là, ça m'épate. Et ça, cette façon de faire, c'est une façon ancestrale en Ouzbékistan? Pas seulement en Ouzbékistan, mais aussi par exemple au Kurdistan. Ça se fait un peu partout dans la région. C'est une tradition, oui. Aujourd'hui, les jeunes le font de moins en moins. Pourtant, c'est super efficace pour calmer les bébés, les endormir. En plus, ils se sentent vraiment en sécurité, bien protégés. C'est vraiment bon pour eux, pour leur équilibre. Vous dites que dans les jeunes générations, il y en a qui ne veulent plus faire comme ça. Pourquoi ils ne veulent plus? Les jeunes de maintenant sont devenus fainéants. Ils pensent que ce genre de berceau, c'est compliqué à utiliser. Ils trouvent que les couches, c'est plus pratique. Pour eux, mettre des vêtements à la mode au bébé, c'est le plus important. Ils prennent leur bébé pour une poupée. Ils ne se rendent pas compte des conséquences sur la santé du bébé. Après, ils consultent des docteurs pour les jambes du bébé. Parce qu'avec les couches, les bébés ont les jambes arquées. Bon, bah écoutez, je ne m'attendais pas à voir ça. Je suis assez étonné. Merci. Ça m'a fait plaisir. Maintenant, vous connaissez la famille. Alors revenez quand vous voulez. Bah, c'est très sympa. Merci. Une fois qu'ils ont grandi et qu'on les a libérés du berceau, les habitants de Tachkent, lorsqu'ils se déplacent, sont de fervents usagers du métro. Et c'est vrai que les stations valent le détour. Ah oui, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Il y a un petit côté métro de Moscou, avec ce côté un peu palais du peuple, palais souterrain. Ça a été construit par les soviétiques. Voilà. Et là, il y a le train qui arrive. Plein phare. Ah, c'est du bon vieux matériel soviétique, ça.
Ah, celle-là, elle respire l'Union soviétique. Elle s'appelle Cosmonautlar, ce qui veut dire les cosmonautes. Effectivement, il y a Gagarine en personne, là, devant. Et puis, juste en face, la première femme soviétique qui est partie dans l'espace, Valentina Tereshkova, qui visiblement est partie dans l'espace avec un bouquet de fleurs à la main et un joli brushing. Il y a une question qui reste en suspens. C'est, à part le plof pour les hommes forts, qu'est-ce qu'on mange? Que mangent les Ouzbeks? Que se font livrer les habitants de Tachkent? J'ai rendez-vous dans une petite entreprise familiale qui livre des plats ouzbeks à domicile. Ah, voilà. 8 Uzumzor, c'est là. Uzumzor, ça veut dire c'est le nom de la rue, ça veut dire le vignoble. 8 rue du vignoble. Entrez, on est au fond du jardin. Ok. Ouais. Je vais aller dans le jardin. Hello, salam. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ça va bien? Oula, ça sent le grillé. Oula! Bonjour. Salam. Bonjour. Ah oui, c'est carrément au chalumeau. Salam. Bonjour. Salam. Bonjour. Et vous grillez ça au chalumeau? Et pourquoi au chalumeau? Le chalumeau, c'est pour nettoyer. Ah, dis donc, mais ça fait un bruit d'enfer, ce truc. Mais ça va avoir le goût de brûler. Non, ça ne donne pas de goût. C'est juste pour enlever la laine et tuer les bactéries. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de laine. Ça me fait rire de le dire. Il ne faut pas qu'il y ait de laine sur la tête que l'on mange. Non, surtout pas. Faut tout nettoyer. Ah, qu'est-ce que vous enlevez là? Bah, je nettoie. C'est le sabot qui protège le pied du mouton. C'est mou, ça? Ah, c'est marrant, je pensais pas qu'il y avait une partie tendre sur le pied de mouton. D'accord. Et qu'est-ce qui est bon dans tout ça? C'est quoi la meilleure partie, là? Tout est bon quand c'est bien préparé et bien cuisiné. Mais moi, ce que je préfère, c'est la langue. Et tout ça, c'est une commande? C'est quelque chose que vous allez livrer quelque part en ville? Oui, oui, c'est une commande. La tête de mouton, c'est très difficile à faire. Alors les gens préfèrent la commander chez nous. Et nous, on la prépare pour eux. Mais j'ai pas vu. C'est la tête entière que vous faites cuire? Toute d'un coup? Oui. Elle cuit longtemps dans des épices, pendant 3 heures. Elle devient très tendre, très moelleuse, savoureuse. Je peux approcher pour sentir un petit peu? Ah? C'est bon? Goûtez le bouillon. Vous aimez? Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, c'est bon. Et mais pourquoi vous la coupez pas en morceaux? Ce serait peut-être moins visuellement plus facile. C'est la tradition de la servir entière. Il faut qu'il y ait la tête et les 4 pattes. C'est comme ça qu'on sert le plat. Ah bon, on sert la tête comme ça dans le plat? Bah ça, je me tarde de voir ça. Bing. Entière, oui. Et c'est très bon. Ah ben voilà. Ah là 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 là. Ça, c'est fini, ça. C'est la présentation. Oui, c'est prêt. Ça a une petite odeur de... Je ne sais pas. Pas facile. Et vous allez envoyer ça aux clients comme ça? Oui, c'est comme ça qu'ils la veulent. Mais celle-là, vous pouvez la goûter.
Oh, il y a le crâne et tout. Il y a le crâne. La langue. Voilà, je vous invite à déguster. C'est ce qu'il y a de meilleur. Ça, c'est le meilleur, ça? Oui, Ah la oui. langue. C'est très bon. Ah, c'est très bon. Ah, j'adore. C'est parfaitement cuit, c'est fin, c'est... Voilà. C'est le contraire de ce qu'on voit, en fait. Parce que grande leçon, c'est pas parce que c'est moche que c'est mauvais. Toujours dans la nourriture. Et l'inverse marche aussi. Prenez ce morceau. Ça, c'est quoi? C'est le pied. Avec la main. Comme ça? Mais c'est pas très... Ça va pas être très élégant. Hein? Parfait. Oui, c'est pas mal, hein? C'est bon? Ouais. Franchement, ça a l'air tout gélatineux, tout moche, et c'est bon. Normalement, la gélatine, c'est immangeable, c'est dégoûtant, et là, c'est doux, ça fond sous la langue. Comment c'est possible? Là, c'est fondant en bouche parce que c'est servi bien chaud. Alors, franchement, je me régale. C'est un régal, franchement, bravo. Hein. Et l'œil? Vous pouvez tester si vous voulez. Ah oui? Et il y a beaucoup de gens qui refusent de manger l'œil ou tout le monde y passe? Non, tout le monde n'aime pas, mais c'est à essayer. Bon. Et est-ce que ceux qui refusent de manger l'œil sont des demi-portions? Non, faites comme vous voulez. Bon, bah, je vais quand même essayer. C'est pas facile. Allez. D'un coup. Un peu gélatineux. Il aime, tu crois? Tenez. Un petit peu d'eau. Alors, attendez. Je vais vous faire un petit bilan. Bah, en fait, c'est gélatineux. Un peu plus que l'autre gélatine. Donc, c'est un petit peu plus dur. Donc, ça a plus, je dirais, de résistance sous la dent. Mais au fond, si on oublie que c'est un œil, ça va. C'est marrant parce qu'avec votre sourire, j'accepterais de manger n'importe quoi. Merci. C'est pas si bas. Super. Après ce bon petit plat, et surtout cette bonne ambiance, je suis assez impatient d'aller goûter au train à grande vitesse d'Ouzbékistan. Car l'Ouzbékistan a son TGV. Voici la gare de Tachkent, la gare de la capitale, un style imposant qui en jette, et sur les quais, la fierté de la compagnie de chemin de fer. Ah, le voilà. Voilà le TGV ouzbek. Reconnaissable à son nez pointu, son bec de canard. Alors les amateurs de trains à grande vitesse reconnaîtront le style espagnol, parce qu'en fait ce sont des trains qui sont construits en Espagne par la marque espagnole Talgo. Et en Espagne, on appelle souvent ce type de train El Pato, le canard. Voilà. On est sur un canard ouzbek. Et ici, il ne s'appelle pas le canard, il s'appelle l'Afrosiab, qui est l'ancien nom de la ville de Samarcande. Et il monte à un petit 250 km/h. 5. Voiture 5. Et 5, c'est là-bas. J'aime bien les tenues des agents d'accueil. Salam. Bonjour. Voilà. Ah, vous avez même la cravate avec le nom du train écrit dessus. Oui. OK. Thank you. 27, 5, 6, 7. Salam. Bonjour. Vous m'attendiez? Bon. Ambiance très TGV, mais ouzbek.
sais pas. Je vois que la moitié de votre tête, mais vous avez l'air sympa. Merci. Merci beaucoup. Oh, mais vous parlez français. Café. Café. Croissant. Croissant. Ouais. Et, oh, ça, c'est difficile. Samsa. Samsa. Ah, Samsa. samsa. Nous, on dit samosa. Ah oui, c'est bien. Et c'est avec de la viande, ça, hein? With meat. Да. Oui, Есть. Et de la viande au petit déjeuner, vous aimez bien ça? Не, я non. не Moi, ем je n'aime pas мясо trop ça au добавить, petit я déjeuner. просто Mais vous угощаю. pouvez goûter. Bon, je goûte le samoussa. Mais la viande, le matin, j'ai du mal. C'est pas mal. Oui. Qu'est-ce qu'on parle en Ouzbékistan exactement? Parce que j'ai entendu plusieurs langues dans ce pays. Тут в Узбекистане La langue узбекский principale, язык. c'est l'ouzbек. Ну, русский Mais le тоже, russe est très populaire потому aussi. что, Советского Союза все-таки Il много y a beaucoup осталось. d'écoles où on parle le russe. И русский туда тоже Parce qu'il есть. y a encore Есть beaucoup de русские Russes школы, ici. есть русские, да. Ah oui? Est-ce qu'il y a des gens qui ne parlent que russe ou des gens qui parlent qu'ouzbek? Есть такие люди, Oui, которые говорят только certains ne по-узбекски. parlent que russe, d'autres seulement ouzbek. Но я наполовину. Moi, ma mère est russe Мама русская, et mon père est а ouzbek. папа узбек. И поэтому я Alors говорю je на parle русском. les deux langues. Но я знаю узбекский. Eh, les Ouzbeks qui parlent principalement russe, ce sont des descendants des Russes qui sont venus ici pendant quelle période? Pendant l'Union soviétique? Историю, но À когда l'époque вот, soviétique, les hommes russes qui épousaient une ouzbek, И получилось c'était vraiment très rare. мешание. Ну, Mais les femmes russes épousaient les hommes ouzbeks. Ça, c'était très commun et populaire. Ah, ok. Et pourquoi c'était si populaire? Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Je crois que c'est parce que les hommes ouzbeks étaient dans l'armée. Ils étaient en Union soviétique. Ah, ok, c'est parce que du coup, les hommes ouzbeks étaient au contact des femmes russes. Ça y est, j'ai compris. Oui, à l'époque, un homme ouzbek avec une femme russe, c'était très bien vu. Parce que certains enviaient les Russes pour la grandeur, la profondeur de leur culture. Beaucoup d'Ouzbeks rêvaient de faire partie de cette Russie. Alors ils épousaient des femmes russes. Et aujourd'hui, les descendants des Russes et les descendants des Ouzbeks, ils se regardent de quel œil? Aujourd'hui, non. Il n'y a plus vraiment de différence entre famille ouzbek et famille russe. Beaucoup d'Ouzbeks travaillent en Russie, se marient et vivent là-bas. Il y a beaucoup d'Ouzbeks dans les villes en Russie. Alors, comme on ne parle pas tous les jours ouzbek, j'aimerais bien apprendre un ou deux mots. Par exemple, comment on dit... je sais pas. Comment ça va en ouzbek? Khandaysiz. Comment? Khandaysiz. Khanday. Handayses. Khandaysiz. Handayses. Да. Handayses. Khandaysiz. Rahmat. Bonjour. Bonjour. Après cette petite leçon d'ouzbek, j'ai très envie de pousser un peu plus loin, plus à l'ouest. Si l'on regarde une carte, on constate que l'Ouzbékistan n'a aucune côte, aucun débouché sur la mer. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, l'Ouzbékistan avait une mer, la mer d'Aral. Une mer qui était plus précisément un immense lac salé, un des plus grands de la planète. Une mer devenue en quelques décennies un désert. C'est quand même impressionnant. Il n'y a plus rien du tout. Que du sable, du vent sec, du silence, quelques carcasses de bateaux. C'est incroyable. Et c'est difficile d'imaginer que là, juste là, il y avait le 4e plus grand lac du monde. Il faisait 2 fois la taille de la Belgique. Avec toute la fraîcheur qui va avec un grand lac.
Et puis, toute la vie qui va avec, c'était très poissonneux. On envoyait les poissons d'ici vers toute l'URSS à l'époque. Dans les années 60, les Soviétiques ont décidé d'irriguer les vastes steppes du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan pour en faire des champs de coton et de blé. Ils ont alors détourné une partie des fleuves qui alimentaient la mer d'Aral. Résultat, une des plus grandes catastrophes environnementales du XXe siècle. La mer d'Aral s'est asséchée. Le spectacle est saisissant. Comme ici où j'ai l'impression de voir des bateaux qui n'ont jamais réussi à atteindre le port. Comme cette petite ville qui semble au milieu du désert, mais qui était juste une île en pleine mer, grouillante de vie, où s'affairaient des centaines de pêcheurs. Il fait extrêmement chaud. Le vent est sec. C'est un paysage à la Mad Max. On m'a conseillé d'aller retrouver un des rares pêcheurs toujours présents dans la région. Je me demande d'ailleurs bien ce qu'il pêche ici, et j'ai un rendez-vous au milieu de rien. Voilà. Non, normalement c'est là. Sur ce petit chemin là. On n'est pas embêté par les voisins ici. Ah. J'entends un moteur. C'est une moto, mais avec une charrette. Salam. Salut. Salam. Ça va? Vladimir? Ouais, c'est moi. Elle est magnifique, votre moto. Comment ça s'appelle cet engin? Moto plus transport de marchandises? C'est une moto russe. De l'époque soviétique. Ah bon? Ouais. Une moto Oural. C'est une marque très connue en Russie. Et c'était du costaud? C'est toujours du costaud. Et elle a quel âge alors? Je ne sais pas. Tu penses qu'elle a quel âge? Comme moi, 50 ans. Très bien. Ok, j'aime bien. C'est pourquoi ces petites brindilles? Ah, c'est du thym. Oh. Et pourquoi vous en mettez là? Ça éloigne le mauvais œil. Ah, ok. Ça marche avec le thym, ça? Ben oui, bien sûr que ça marche. Mais toi, t'as pas le mauvais œil. Toi, t'as une bonne tête. Je le vois dans tes yeux. Tu es rayonnant comme un soleil. Ah, bah, c'est très gentil. Mais faites attention, vous allez tomber amoureux. Oh. Moi, j'aime que les femmes. Ok. Bon, en tout cas, vous êtes super sympa. Et donc, on peut aller voir votre boulot? T'es prêt pour l'aventure? Ok. Et alors, je m'installe où? Là? Ouais, dans le side. Ah, ben, vous m'avez prévu un petit tapis, c'est gentil. Ok? Il y a de la poussière, hein? Prêt? Contact. Ouais, on dirait pas, mais ça passe partout, hein, cette moto-là. Et qu'est-ce que ça vous fait, à vous, de rouler au fond d'une mer disparue comme ça vous... Je sais bien que c'est votre ordinaire, mais ça vous touche encore? Moi, j'aime être ici. Mais ça m'énerve qu'il n'y ait plus d'eau. Parce que du coup, on n'a plus le vent frais de la mer. C'est fini. Et l'eau, c'est la vie. Donc tout est quasiment mort ici. C'est de l'eau? Ouais.
la mer n'est pas complètement sèche. La mer d'Aral, la voilà. Il y a de l'eau. C'est tout ce qui reste de la mer d'Aral. Et ce qui reste là, ça continue à baisser ou c'est à peu près stable? Non. Ici, le niveau continue à descendre. Mais la mer a été coupée en deux. Il y a comme deux mers. Et côté Kazakhstan, l'eau ne baisse plus. La première fois qu'on a compris que le niveau de la mer baissait, c'était dans les années 60. Des scientifiques russes sont venus étudier la mer. Ils avaient 3 bateaux et ils venaient ici chaque année. Et c'est là qu'on a compris que ça devenait inévitable. Et ce blanc qu'on voit là tout autour de la mer et par taches, c'est quoi? C'est du sel que la mer dépose en se retirant? Oui, c'est du sel très fin. Avec les vents forts, on le retrouve partout en Europe, même jusqu'à Paris. T'imagines, t'es en haut de Montmartre, et le sel que tu sens sur tes lèvres, c'est celui d'ici, de la mer d'Aral. Ah ben j'essaierai, quand je passerai à Montmartre. Ah dis donc. Et ce sel qui se répand sur les terres aux environs, c'est pas très bon, non? Non, c'est un vrai problème pour l'agriculture. Il n'y a presque rien qui pousse ici. Tout ça, c'est fini. Et c'est là-bas que vous pêchez? Oui, je pêche sur cette plage, dans cette zone devant nous. Ah bah, on n'est pas arrivé, hein. On y va? On y va. Ah. Nous roulons en direction de cette improbable plage. Mais tout à coup, un vent fort se lève. Le ciel devient étrangement blanc. Le soleil semble s'effacer derrière un voile. Quelque chose pique les yeux. L'atmosphère devient irréelle. T'es là? Ouais. Rentre. C'est dingue. Mais qu'est-ce qu'on se prend dans les yeux, là? C'est quoi? C'est du sel? C'est du sable? C'est quoi? C'est du sel et du sable. Il faut que tu te rinces les yeux avec de l'eau claire. Tiens, voilà. Je suis en dessin. Ah. C'est bon? Encore? Ça a l'air d'aller. Ok. Et vous avez rien, vous sentez rien, vous? Moi, j'ai l'habitude. Si tu restes ici 20 ans, tu t'y feras. D'accord? Et t'auras même des beaux yeux bleus comme moi. Allez, on va boire un thé et manger un morceau. Santé. Mais c'est dingue comme la météo change vite, en fait, ici. Oui, dans la même journée, tu peux passer d'une grosse tempête à un calme absolu. Et ça arrive souvent, ce genre de tempête de sel et sable? Oui, mais ça dépend des saisons. En ce moment, au printemps, il y en a de plus en plus. Et ce climat très, très rude, là, c'est depuis que la mer d'Aral a été asséchée. Oui, et ici le climat est de plus en plus sec. Les températures n'étaient pas aussi extrêmes avant. On sent bien ici que c'est à cause de la disparition de la mer. Aujourd'hui, on passe de 50 degrés l'été à moins 50 l'hiver. 50 degrés? Ouais. Et est-ce que la mer vous manque? Bien sûr qu'elle me manque. Mais on espère toujours qu'elle va revenir un jour. Quand j'étais petit, mon père m'amenait en mer avec son bateau. On allait loin, jusqu'au milieu. C'était génial. Tu vois, rien que d'y repenser,
Ça me met les larmes aux yeux. C'est dur quand je vois ce qu'elle est devenue, notre mer. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Plus de poissons, plus de pêcheurs. Donc il n'y a plus aucun poisson dans la mer. Mais pourquoi il n'y a plus de poisson? Non, ici, de ce côté, en Ouzbékistan, le taux de sel est trop élevé. Tout est mort. Les poissons ne peuvent pas vivre dans cette eau. C'est impossible. Mais alors, qu'est-ce que vous pêchez, vous? Demain, on partira ensemble et tu verras, mon ami. Ok. On saura demain. Tu verras de tes propres yeux. Donc demain, on va pêcher dans une mer où il n'y a pas de poisson. C'est pas vraiment un poisson. On marche en fait sur une sorte de croûte de sel. C'est incroyable. C'est du sel, oui. Du sel. Qu'est-ce que vous cherchez? Des œufs, des petits œufs. Ça? Qu'est-ce que c'est? C'est du sable? De l'artémie. Artémie? Je vois comme des œufs. Comme des œufs avec des sortes de petits vers au milieu. Enfin, je sais pas. C'est ça que vous pêchez? Oui, c'est de l'artémie. Enfin, ce sont des œufs d'artémie. Après, ça devient des petites crevettes. Une sorte de plancton. Les poissons d'élevage les mangent. Ils en raffolent et c'est excellent pour leur croissance. C'est aussi très recherché en cosmétique et en médecine. On en fait des crèmes de soins. Des crèmes pour les femmes. Ça, je savais pas. Et pourquoi l'Artémie fait ses œufs ici? On pense qu'il y a toujours eu un peu d'artémie ici, mais qu'elle s'est développée grâce à tout ce sel. Et donc, tu vois, il y a à nouveau de la vie ici. Ah, ok. C'est incroyable, cette histoire. Et donc, il n'y a plus de poissons, mais ça vit, ça a réussi à vivre ici. Oui. Avec ce taux de sel, les poissons ont disparu. Mais c'est l'environnement idéal pour l'artémie. Elle vit très bien ici. Ah, c'est incroyable. La vie se débrouille toujours pour se faufiler partout. Hein. Tiens, le sel. Regarde, ça vole très bien. Ça tourbillonne. Ça monte, ça monte. Et hop, direction Paris. Paris, Montmartre. Et tu te souviendras sur tes lèvres du sel de la mer d'Aral. C'est de la poudre, c'est comme de la lessive en poudre, voilà. C'est la même texture. C'est bon? Très bon, très iodé. Iode? En plus, il paraît que c'est bon pour la santé. Bah, c'est pas salé? C'est pas salé. Non? Non, pas vraiment. C'est le secret de la mer. Bon, ce sont les mystères de la mer d'Aral. Oh, il y en a plein là. Ah oui, il y en a plein là. Ça vaut cher une petite casserole de ça, comme ça? Ça dépend de la qualité des œufs.
Au détail, c'est 2 $ le kilo. C'est quand même une chance d'avoir l'artémie. C'est bon pour les jeunes générations. Même si la récolte est saisonnière, ça leur fait toujours une source de revenus. Tu vois, la nature et les hommes sont pleins de ressources. Bon. Bah, vous entendre dire ça devant cette catastrophe, c'est une belle leçon. Vous êtes un philosophe? Non. Non? Non. Bah, en tout cas, c'est une super rencontre. Merci beaucoup. Je passe bas. Une bonne poignée de main de pêcheur, ça. Ah bah oui, ça rigole pas. De pêcheur ouzbek. L'Ouzbékistan est une terre rude, puissante, avec une énergie très particulière qui se ressent immédiatement. Ici, l'histoire et la culture sont d'une immense richesse. Et les épreuves nombreuses ont forgé des caractères uniques, qu'il me sera difficile d'oublier. Encore plus que l'Ouzbékistan, le vrai voyage, ce sont les Ouzbeks